Elle est extrêmement bien adaptée, elle est vraiment très bien faite et vraiment on voit tous les styles des adolescents d'aujourd'hui exprimés partout. Et vraiment, c'était super intéressant de pouvoir la voir et qu'elle ait été faite. Et je pense que les ados ont eu de la chance de pouvoir enfin exprimer ce qu'ils pensent par leur corps, par eux-mêmes, par leur façon de s'habiller. Et voilà, vraiment, elle est bien. Elle est très bien. Une fois mise sur les murs, parce que vu que c'est moi qui fais les tirages, donc je la découvre encore une nouvelle fois. Donc c'est une exposition qui reflète bien l'air du temps chez nos adolescents, avec une variété de, comment on peut dire ça, entre guillemets, de phénomènes totalement différents. Donc c'est une richesse au quotidien, quoi. Mais surtout que c'était naturel, c'était pas vraiment un shooting comme pour tous les modèles. C'était vraiment, on venait comme on était et ça a duré que 10 minutes. Donc c'était vraiment, on n'a pas fait de choix, donc c'était vraiment nous. Moi je suis très touchée par le regard qui est porté sur les jeunes. C'est un regard plein de bienveillance, plein d'espérance. Un regard qui va plus loin que l'image et ça me touche beaucoup. Voilà, je trouve que c'est important. On a souvent des regards très négatifs sur la jeunesse et sur ses comportements et je crois que ce regard les montre beaux et tels qu'ils sont, dans ce qu'ils sont. Et sans doute avec beaucoup de choses qui portent derrière certaines tenues, certaines manières de se présenter. Ils ont sans doute beaucoup de choses à l'intérieur d'eux qui sont des belles choses et puis sans doute des choses pleines de souffrance, mais c'est pas dit, mais c'est dessous. On sent qu'il y a une profondeur derrière l'image. Voilà. C'est surtout ça qui me touche, c'est ce regard bienveillant. On a besoin de bienveillance dans notre monde. Voilà. Cette exposition, elle est très très réussie. Patrick Urvois a réussi à capter vraiment l'image des jeunes d'aujourd'hui, qui existent d'abord et avant tout à travers ce qu'ils montrent d'eux, parce que nos jeunes, qui sont des enfants de l'image, se disent davantage à travers ce qu'ils montrent d'eux qu'à travers les mots qu'ils peuvent utiliser. Et bien souvent, d'ailleurs, ils accompagnent les mots MOTS de leur look, de leurs attitudes, de leur façon d'être. Et cette exposition le révèle vraiment. C'est-à-dire que c'est pas des ados qui posent, c'est pas des ados qui font les stars, c'est des ados qui pourraient être nos enfants, qui sont des ados qu'on voit partout, qu'on croise partout, à Salon, à Marseille, à Paris, n'importe où. Il y a aussi une espèce d'uniforme ado aujourd'hui qui fait que l'exposition restitue très très bien ça. Aujourd'hui, pour exister, quand on est un ado, il faut avoir un style, il faut avoir un look fait de vêtements. Alors, il y a des marques, mais il y a aussi des vêtements sans marque. Et il y a des accessoires, et parmi les accessoires qui sont devenus un must chez les ados, c'est les accessoires entre guillemets cutanés, que sont le piercing et le tatouage. Alors tous n'ont pas des parents qui acceptent qu'ils se fassent ce genre de choses, mais beaucoup ont envie d'avoir un piercing ou un tatouage. Hier après-midi, je rencontrais une classe de terminale de Salon de Provence et à la question « Est-ce que vous avez des tatouages ?» Non, pratiquement aucun n'en avait, mais plusieurs ont levé la main pour dire qu'ils aimeraient bien en avoir un. Donc on est vraiment dans une époque où l'image, l'apparence compte pour définir qui on est, vers quel goût on s'oriente, quels sont le genre de nos amis. Vous voyez, il y a parmi les... Je ne sais pas combien il y a de photos au total que Patrick Urvois a pu prendre, mais disons qu'il y en a au moins 40. Il y a une jeune fille gothique romantique, par exemple. Elle est typique d'une tendance donnée. Et si on disait d'elle qu'elle est gothique, elle reprendrait en disant « Pas du tout, je ne suis pas gothique, je suis gothique romantique. » Parce que voilà, il y a une manière de la douceur dans la noirceur, des subtilités, si vous voulez, qui sont aussi précises que les subtilités du langage.
En fait, c'est un nouveau langage. Voilà. C'est ça que les adultes doivent comprendre. On ne doit pas dire « Oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce que c'est que cette mèche violette dans les cheveux ?» ou « Qu'est-ce que c'est que ce bas résille fendillé ?» ou... Ben oui, mais tout ça, ça veut dire des choses. Tout ça, ça exprime des subtilités, ça allie le noir et le rouge, le déchiré et le neuf. Et tout ça, ça compose en réalité, un petit peu à la manière d'un patchwork, une photographie au sens fort du terme de chacun. Et ça leur donne donc le sentiment d'avoir une identité personnelle. Qu'est-ce que vous pensez de l'influence des nouvelles technologies, justement, sur ce phénomène-là d'image de soi des jeunes ? Alors bien sûr, les nouvelles technologies influencent énormément les ados, puisqu'ils sont toujours avec leur portable, ils ont des tablettes, ils ont des ordis, ils vont sur les réseaux sociaux, et donc ils se donnent à voir. Hein. Donc ils ont absolument besoin d'être populaires, comme ils disent, en publiant sur leur page de réseaux sociaux des photos, des vidéos d'eux, de leurs amis, etc. Et plus ils recueillent de likes, plus ils sont populaires. Et donc on voit bien chez eux un très très fort besoin de reconnaissance. Donc l'outil numérique amplifie cette chose-là. À mon époque, on aimait aussi certains looks, on avait besoin de s'habiller de telle ou telle manière, mais il n'y avait pas de grande variété dans les différents looks, il n'y avait pas cette richesse qui constitue aujourd'hui ce langage par l'apparence, démultipliée justement par les outils technologiques qui permettent de faire varier des choses. Ils sont très doués pour se prendre en selfie, pour se photographier entre amis, pour faire des grimaces, pour prendre des attitudes. Tout ça font d'eux, en quelque sorte, des artistes en herbe. Ils sont vraiment très très forts pour adopter une attitude. Et Patrick Urvois, dans l'exposition, le restitue très bien. On voit les attitudes d'ados qui... vont manifester de la surprise ou un côté un peu sauvage, un peu rebelle. Toutes ces subtilités-là, ils arrivent à le transmettre d'une manière que je trouve étonnante et extrêmement riche. Et ça m'amène à dire aux gens qui nous regardent que vraiment, en tant qu'adulte, aujourd'hui, il faut miser sur les compétences des jeunes, sur le talent des jeunes. C'est vrai que nos ados sont plutôt plus beaux qu'on ne l'était à leur âge, parce que déjà ils ont été super corrigés. Quand ils avaient une scoliose, on les a rééduqués chez le kiné. Quand ils avaient les dents de travers, on leur a mis des appareils dentaires. Ils sont beaux, ils sont très beaux, nos enfants. Et ils savent se mettre en valeur et ils savent justement s'apprêter pour se mettre en valeur. On doit leur reconnaître ça plutôt que de tout le temps leur dire mais qu'est-ce que c'est, comment tu es attifé, qu'est-ce que tu t'es mis, qu'est-ce que c'est que cette chemise, etc. Ben oui, mais cette chemise compose avec le reste un ensemble qui est une tenue qui veut dire des choses. Comment pensez-vous aujourd'hui, ou peut-être avec quels outils, est-ce qu'on pourrait redonner toute leur place aux jeunes aujourd'hui dans nos sociétés, où c'est vrai que les jeunes souvent ils se sentent pas entendus, ils se sentent un peu en marge, exclus un petit peu des grandes décisions. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait les remettre dans la boucle ? Et je crois moi qu'il faut qu'on réalise que si vous voulez, les adultes, la plupart des adultes aujourd'hui n'ont comme discours vis-à-vis des jeunes, en gros, que ne fais pas de bêtises, sous-entendu, ne bois pas trop d'alcool, ne consomme pas de drogue, etc. Ne te mets pas en danger, donc fais attention avec qui tu fréquentes, avec qui tu sors, etc. Et travaille bien à l'école parce que sinon, tu vas rater ta vie. Alors c'est un discours qui est un discours fait donc de fermeture, de contrainte, de peur, d'angoisse, et en plus on transmet pour certains nos propres angoisses. On dit demain on n'aura plus de travail, il va encore y avoir plus de chômeurs, la planète est fichue, la pollution ceci, etc. On a un discours extrêmement négatif.
Donc déjà, il faudrait réviser un petit peu notre discours et nous rendre compte qu'au lieu d'aligner les catastrophes tous les matins en disant qu'il y a encore eu ci, il y a encore eu ça, etc., il faudrait aussi signaler ce qui va, ce qui marche. Et c'est vrai que les ados, aujourd'hui, ils sont plus souples. Ils s'adaptent, ils savent que voilà, ça ne va pas être facile pour eux, que peut-être ils vont changer de métier, que peut-être ils vont exercer plusieurs métiers, ben ouais, et pourquoi pas. Donc vous voyez, au lieu de tout le temps leur dire fais pas ci, fais pas ça, et ne reste que sur une seule ligne, il faut essayer de découvrir leurs talents, ils en ont beaucoup de talents, et les mettre en valeur plutôt que de tout le temps vouloir les réduire pour les mettre dans un moule. Moi, je crois que vraiment, j'ai une petite jeune fille dont je m'occupe au centre Abadie à Bordeaux. Bon, sa mère l'a amenée parce qu'elle était en échec scolaire, elle ne veut plus aller à l'école, etc. Or, elle est couverte de bijoux qu'elle fabrique elle-même. Mais elle a un talent fou. Toutes ses copines en veulent. Elle est douée pour faire ça. Elle est artiste. Bon, ben voilà, peut-être que ça va être vers ça qu'il va falloir l'orienter, plutôt que de vouloir à tout prix la mettre dans une filière d'aide aux personnes âgées, alors que ce n'est pas du tout ce qu'elle a envie de faire, et que du coup, elle s'occuperait mal des personnes âgées si on la mettait en maison de retraite comme agent de service. Vous voyez, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça, respecter leurs compétences et leurs talents, et aller dans le sens de leurs talents, plutôt que de tout le temps chercher à les mettre dans des voies que eux vivent comme des voies de garage, stagiaires ou CDD sans arrêt, sans aucune responsabilité. Vous voyez, c'est terrible. Alors que chaque fois qu'on leur donne des responsabilités, chaque fois qu'on leur fait confiance, qu'on leur demande dans une boutique de quelles idées ils auraient pour refaire la devanture, ils ont des idées. Et si on les écoutait, ça marcherait. Et voilà, il faut leur faire confiance. Alors pour rebondir un peu là-dessus, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Ken Robinson, voilà, qui est un conférencier anglais, c'est un peu les mêmes lignes là que vous à propos des enfants justement. Ce monsieur Robinson dit qu'il faut apprendre à faire émerger les talents de nos enfants, et il dit aussi que le système éducatif écrase et fait de telle sorte que justement ces talents-là sont complètement étouffés dès le départ. Est-ce que vous pensez, vous, que pour aider justement la société à faire émerger le talent de chaque enfant, il faudrait peut-être revoir notre système d'éducation? Oui, ça j'en suis convaincu. Je suis même convaincu que le système qui va avoir à vraiment se révolutionner dans les années à venir, c'est l'éducation nationale, la manière dont on enseigne, les matières qu'on enseigne, la façon dont on l'enseigne, etc. C'est vrai que heureusement aujourd'hui, il y a quand même des professeurs qui en ont parfaitement conscience et qui sont en train d'accompagner cette révolution. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont encore complètement en deçà et qui ont une manière encore d'enseigner comme il y a 20 ans ou 30 ans. Et ça marche plus. Parce que les ados qui sont des enfants de l'image et de la consommation, dès que ça les ennuie, ils zappent. Donc, si la prof ou le prof devient ennuyeux, ils vont plus écouter, ils vont faire autre chose. Voilà. Et donc il faut savoir ça. L'attention, la concentration des enfants d'aujourd'hui, elle est variable parce qu'ils ont l'habitude de toujours aller là où ça bouge, là où il se passe des choses, sinon ça les ennuie et ils n'écoutent pas. Donc je crois qu'il va falloir en effet revoir sans doute un certain nombre de choses. Et en particulier revaloriser toutes les activités artistiques à l'école qui ont été trop longtemps traitées un peu par-dessus la jambe. On disait, voilà, oui il y a un atelier théâtre, mais enfin il n'y a vraiment que les jeunes intellos qui vont aller faire l'atelier théâtre. En réalité pas du tout. Si on veut bien leur faire des pièces qui les intéressent, qui parlent leur langue, ils adorent ça, se mettre en scène, puisque ce sont des enfants de l'image, ils sont acteurs. Donc oui, ils vont être d'accord pour jouer des rôles, pour se mettre en scène, mais à condition qu'on ne fasse pas toujours le malade imaginaire. Vous voyez, bon, parce que là, il y en a qui ne comprennent pas, et qui peuvent pas s'approprier les paroles, parce que on ne parle pas comme ça aujourd'hui, et voilà. Et donc l'écart se creuse entre certains profs qui restent
sur des valeurs comme ça éducatives qui ne bougent pas. Et puis les ados qui ont eux beaucoup bougé et qui ont tendance à dire bon ben moi ça me sert à quoi d'apprendre les vecteurs. Voilà, j'avais une ado l'autre jour, elle me dit moi les vecteurs, qu'est-ce que je m'en fiche des vecteurs? À quoi ça va me servir les vecteurs? Et c'est vrai que c'est difficile de lui faire comprendre que bah oui bon peut-être que les vecteurs elle va pas en avoir une grande utilité au quotidien, bon mais que peut-être c'est une façon de s'ouvrir à des choses, de raisonner et d'apprendre à réfléchir. Mais ils ont du mal à comprendre ça. Donc il faut accompagner. Si on veut leur transmettre des choses, il faut qu'il y ait, qu'ils puissent y croire, qu'ils puissent se rendre compte que ça sert à quelque chose. Alors, nous, on a un atelier découverte dans mon centre, si vous voulez, où on demande aux profs, qui sont des vrais profs, qui viennent passer des heures au centre pour donner des cours, on leur demande, lors d'un atelier découverte, d'inventer un moyen, un travail pratique, qui mette en évidence, qui mette en exergue la matière qu'ils enseignent. Alors, par exemple, un prof de biologie va leur montrer comment on fabrique une crème de jour avec de l'huile d'olive. Ils adorent ça. Alors là, ça les intéresse parce que les crèmes de jour, d'abord les filles elles aiment ça, les garçons ils aiment bien essayer aussi, donc tout le monde a envie de voir. Avec l'huile d'olive, oui quand même on est dans un pays où on connaît bien l'huile d'olive et on peut faire de la crème avec de l'huile d'olive. Comment on fait une émulsion, c'est de la chimie, mais en même temps c'est un travail pratique qu'ils parviennent à investir parce que ça leur parle, parce que ça les intéresse. Si on fait de la chimie en l'air, comme ça, sans aucune application, eux qui sont habitués à aller sur Google pour savoir que telle et telle chose de façon très précise, voilà, il faut vraiment s'adapter en acceptant de leur faire mettre les mains à la pâte au sens propre du terme, aussi bien au sens figuré qu'au sens propre. Mon objectif au Centre Abadie l'année prochaine, c'est de leur faire faire le pain. On va leur faire fabriquer le pain, parce que c'est un fondement de notre civilisation, le pain. C'est la base de la nourriture et de l'échange avec les autres. On partage le pain avec les autres partout dans le bassin méditerranéen. C'est comme ça, ça fait partie de notre culture. Et bien donc, pourquoi on ne fabriquerait pas le pain? Et ils sont d'accord, ça les intéresse. Alors dans ce que vous dites, là j'entends quelque part le souhait de vouloir reconnecter ces enfants avec le réel, avec la nature. Est-ce que vous pensez que l'évolution de notre société, justement, qui amène aujourd'hui les populations à vivre hors sol, c'est-à-dire on n'est plus en contact avec la terre, est-ce que vous pensez que ça vient de là, le fait que peut-être certains jeunes ne sachent pas, par exemple, d'où vient leur nourriture, ne sachent pas comment se fait le pain? Est-ce que vous pensez que c'est important, ça, de reconnecter les enfants, les jeunes, à la nature? Oui, bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, ils le disent à leur manière, en aimant avoir des animaux. Ça veut bien dire qu'ils ont besoin d'une relation avec aussi un animal pour mieux comprendre des choses. Et ils aiment avoir des animaux. Et c'est vrai qu'on est frappé de voir que, notamment dans les grandes villes, les ados, ils ne savent pas comment se présente une tomate sur un plant de tomates. Il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent parce qu'ils ne les ont jamais vues. On a des jeunes qui croient que les pâtes, par exemple, ça pousse quelque part. Ils ne savent pas c'est incroyable. Bon. Des arbres à pattes, quoi. C'est bon. Donc il faut en effet, oui. Alors nous, on a un petit potager, par exemple, vous voyez, au centre. Ouais. Un petit potager. Et donc ils voient le boulot aussi que c'est. Parce que, si vous voulez, il y a voir comment pousse une tomate, mais il y a aussi voir comment il faut s'en occuper. Parce que il faut arroser, il faut remuer, il faut surveiller, il faut voir s'il n'y a pas des parasites, etc. Enfin, voilà, c'est beaucoup de travail et ils réalisent à ce moment-là aussi des choses. Ils réalisent qu'une autre valeur quand même humaine, c'est que dans la vie, on ne peut pas quand même avoir grand-chose sans travailler.
et qu'il ne suffit pas de claquer des doigts et toc, le truc tombe, le hamburger arrive dans l'assiette, etc. Avant d'arriver au hamburger, il a fallu faire des trucs. Et donc, il est important de leur faire justement ça. Pour qu'ils apprennent, pour qu'ils comprennent. Et je me souviens que, par exemple, les premières fois, quand on les emmène en bateau, on leur fait faire le pain. Mais on ne leur dit pas qu'il faut pétrir longtemps pour avoir de la mie qui tienne. On les laisse faire comme ils veulent. Évidemment, toujours, quand ils ont fait... D'abord, ils s'aperçoivent qu'on obtient très vite de la pâte, donc ils sont contents. Ils voient tout de suite une boule qui colle pas trop au doigt, ça va. Ils pétrissent un petit coup, ils mettent la boule et ils mettent au four. Et ils espèrent que ça va faire un joli pain. Et ça en fait un. Il gonfle bien, il prend un bel aspect doré, donc super. On le sort du four, ah zut! Là, déjà, c'est brûlant, il va falloir attendre avant de pouvoir le déguster. Le différer. Ils apprennent comme ça que c'est pas tout de suite, c'est pas comme on réchauffe au micro-ondes. Là, le pain brûlant, on ne peut pas le manger, il est immangeable. Il va falloir attendre, le laisser reposer pour qu'il soit mangeable. Donc il faut déjà attendre. Ensuite, une fois qu'ils ont attendu, ils prennent un couteau et ils coupent et ils veulent se faire des tranches et mettre du Nutella ou je ne sais quoi dessus. Oui, sauf qu'ils n'ont pas assez pétri la pâte. Et s'ils n'ont pas assez pétri la pâte, quand ils vont couper des tranches, toutes les miettes, toute la mie va tomber en miettes. Ils vont avoir que la croûte. Déception, ça ne fait pas une tartine. Mais la prochaine fois, on va leur dire à ce moment-là, tu vois, il faut que tu pétrisses davantage la pâte parce que c'est la seule manière que la mie tienne. Quand ils ont appris ça, la fois d'après, ils le font super bien. Voilà comment on peut... Pardon ? Mais oui, c'est-à-dire qu'on leur apprend à travers quelque chose qui est un acte, à travers un objet, une fabrication au sens propre, que ça comporte des valeurs au sens figuré. On doit anticiper, on doit travailler quelque chose pour que ce soit bien, et on doit attendre. On peut pas, c'est pas tout de suite. Dans la vie, c'est pas comme ça. Et les tomates, elles poussent pas en un clin d'œil. Et les pâtes, on les fabrique pas en un clin d'œil. Il y a du travail derrière. Et c'est ça qui est important, je crois, à leur apprendre, alors que certains ne connaissent que le micro-ondes, quoi. Voilà, ils percent, ils font des trous dans le truc, micro-ondes, 2 minutes. Ils n'ont aucune notion de ce qu'il y a derrière, quoi. Donc ça, je crois vraiment qu'il faut leur apprendre. Et puis économiquement aussi, de toute façon, il va bien falloir un peu, en période de crise, réapprendre à faire des choses, à garder les choses. Et le pain qu'on fabrique soi-même, quand je fais du pain, il reste 5 jours après valable, hein. Alors que le pain qu'on achète, c'est pas toujours ça, hein. Alors pour revenir un petit peu à vous, qu'est-ce qui vous a amené à un moment donné dans votre carrière à vous intéresser aux ados ? Alors juste pour préciser, vous avez écrit un livre qui s'appelle, vous en avez écrit plusieurs, mais il y a un livre qui s'appelle Ados à fleur de peau. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux ados ? Alors, il y a 2 choses. Il y a d'abord la cause apparente, enfin la cause officielle, si on peut dire, qui est que quand j'ai fini mon internat à l'hôpital psychiatrique, pour être psychiatre, il faut faire des stages en psychiatrie. Il y avait 2 choses que je ne supportais pas. C'était, 1, d'enfermer des gens pour les soigner. 2, pour certains, de leur mettre des gouttes de traitement dans leur banane écrasée en leur faisant croire qu'ils ne prenaient pas de médicaments. Et j'avais moi le sentiment que c'était une trahison de faire ça, que soigner contre la volonté de quelqu'un, à son insu, c'est pas soigner. Alors je peux comprendre qu'il y a des cas extrêmes où les gens, on est obligé de les enfermer un moment parce que sinon ils font n'importe quoi, etc. Ok, mais la majorité, ils n'ont pas besoin d'être enfermés et ils seraient d'accord si on les respectait davantage. Donc je ne voulais pas travailler à l'hôpital psychiatrique et je regardais vers l'hôpital général si les collègues chirurgiens ou médecins avaient besoin de la participation d'un psychiatre. Et à l'époque où j'arrivais sur le marché, en quelque sorte, c'était les réanimateurs qui se préoccupaient de voir arriver de plus en plus d'ados qui
qui avait fait des tentatives de suicide ou qui s'était mis en danger, qui avait fait des glissades en scooter, etc., qui faisait des bêtises. Et ils voulaient donc, ils voyaient bien qu'ils n'étaient pas malades mentaux, mais qu'ils avaient besoin d'être évalués par un psy. Donc je me suis proposé et c'est comme ça que j'ai eu à m'occuper d'ados. Et c'est comme ça qu'après j'ai eu l'idée de créer un centre pour les ados, pour qu'on puisse avoir le temps de les voir, de recevoir leur famille, etc. Et donc ça m'a fait créer tout le système il y a à peu près 22 ans. Alors après, ce qu'on peut ajouter comme deuxième raison derrière, c'est que par nature, à travers les plaisirs que j'ai, je suis mieux avec des jeunes qu'avec des personnes âgées. Je joue de la guitare électrique, et c'est des choses qui se prêtent bien aux ateliers, aux soins qu'on peut faire avec les ados, davantage qu'avec les personnes âgées. Je veux surtout pas qu'on croie que je réfute complètement les soins aux personnes âgées, hein, mais j'ai des collègues qui, au contraire, eux, se sentent mieux dans les soins à des personnes âgées. Bon, chacun trouve sa place comme ça, mais c'est vrai que ça se passe bien, si vous voulez, avec les ados et avec mon équipe. On a le sentiment qu'on arrive à faire passer des choses et que, bon, voilà, ça fonctionne. Sinon, j'aurais changé de métier, je serais parti, j'aurais fui. Mais ça se passe bien. Et hier, la classe de terminale de Salon de Provence que j'ai vue, au bout de 10 minutes, ils comprennent très vite, hein, ils sont malins, qu'on n'est pas venu pour faire la leçon de morale, leur dire fais pas ci, fais pas ça. Et dès qu'ils ont compris ça, qu'ils ont affaire à un adulte qui veut bien parler avec eux, ils sont d'accord. Ils aiment ça. Et à la fin, ils restaient. Ils auraient pu rester encore davantage. C'est leur prof qui leur a dit bon, ben allez, maintenant, il faut aller faire un cours. Mais donc nos ados, ils ont énormément besoin qu'on leur parle, qu'on partage des choses avec eux. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on les juge. C'est ça qu'ils ne supportent pas. Merci beaucoup Xavier Pomereau. Merci.